parimétrie, il faut surtout avoir une idée de la parimétrie centrale. La microscopie spéculaire permet de mesurer le nombre et l'aspect des cellules endothéliales. Et enfin, la barométrie pour avoir le diamètre pupillaire et les aberrations visuelles. Là, vous avez par exemple un exemple de microscope spéculaire. On a le nombre ici, on a le... Voilà. Désolé, mais... Étant habitué au Mac, je ne sais pas comment... Oui, je viens de voir. L'autre, oui. Donc, microscopie spéculaire. Là, vous avez le nombre de cellules, l'aspect des cellules, et on a encore une idée de la pachymétrie de façon indirecte. Par exemple, je sais que avec cet appareil, la pachymétrie est sous-évaluée, et donc je ne me base jamais sur cette pachymétrie, mais j'ai quand même une idée de ce qui se passe. L'OCT. Alors l'OCT, je parle de l'OCT visante dont je dispose. C'est un OCT qui permet qui renseigne sur l'état de la cornée, sa forme et son épaisseur. Et c'est un examen qui est simple et sans contact et qui peut être combiné au topographe pour avoir une idée sur la face postérieure de la cornée. Et là encore, l'OCT, vous voyez bien que l'OCT nous renseigne, c'est un examen hyper important pour avoir la profondeur de chambre et l'état de l'iris et de l'angle irido-cornéen. Il y a la notion de flèche cristalline, le cristallin qui change de forme, qui augmente de forme avec l'âge, et une distance de angle à angle. Donc tous ces éléments sont importants, et en fonction des outils dont nous disposons, on peut proposer telle ou telle méthode aux patients. L'abéromètre permet de déceler les aberrations optiques de l'œil. L'abéromètre, c'est un super réfractomètre. Il permet de mesurer ces aberrations optiques, et il permet de savoir s'il y a une influence de ces dernières sur la vision nocturne et la sensibilité au contraste. Là, l'exemple d'aberrométrie. Donc, une fois qu'on a fait ces explorations, on va prendre le temps de les analyser et avoir une synthèse des explorations. C'est primordial d'avoir un regard critique sur toutes ces explorations. Il faut analyser les avantages et les inconvénients de chaque technique, le coût, le déroulement d'opérations, le suivi, enfin, il faut tout expliquer, et la possibilité de la gestion des risques. Le résultat escompté auprès du patient, est-ce qu'on lui promet un 10 dixième, ou bien s'il a 6 dixièmes, on lui dit voilà, vous allez avoir que 6 dixièmes. Et la commande d'un plan adapté au patient, il ne faut pas oublier de tenir compte du temps qu'il faut pour avoir l'implant approprié en cas d'implantation. Donc une fois qu'on a fait ces démarches, on va définir le choix du traitement, qui est soit le laser, soit un plan, soit un traitement bioptique. Le laser, rapidement, en ce qui nous concerne, on travaille avec la plateforme Zeiss, on planifie le traitement sur le CRS Master, qui lui nous propose le taux d'aberration et nous propose ou pas un traitement personnalisé ou pas au niveau du patient. Là, c'est la plateforme Zeiss. Et bien sûr, au terme de cette démarche, on va avoir le choix entre 3 techniques laser. La première génération, la PKR, la deuxième, le LASIK, et enfin, la 3e génération qui est le SMILE. Et quel que soit le laser réfractif, on a des règles à respecter, c'est-à-dire la quantité de tissu à gratter doit être supérieure, ne doit pas dépasser les 120 microns. Il faut laisser un mur résiduel de 300 microns. Il faut analyser la kéramatométrie pré-op et post-op. Et bien sûr, le diamètre de la pupille. Si on a une zone optique trop petite par rapport à une dilatation trop grande, on va être gêné par le soir. L'aspect de l'astigmatisme. Tout ça, c'est des détails qui comptent beaucoup sur la qualité du résultat. La quantité délivrée par le laser, et enfin le degré de réfraction à traiter. Donc, en cas d'implantation oculaire, bien sûr, il faut se projeter sur une stratégie sur les 2 yeux. Donc, chirurgie se fait œil par œil, mais il faut se stretcher sur les 2 yeux avec l'intervalle suffisant. Et on est soit devant le cas d'un implant FAC, et là, les seuls qui sont encore sur le marché, c'est l'ICL, le Cachet, l'Artisan, ou bien des implants de champ postérieur. Bon, rapidement, l'ICL que vous connaissez tous, c'est un instant précristallien. Il faut faire la microscopie spéculaire, il faut faire la longueur axiale, la profondeur de chambre et la flèche cristalline, c'est hyper important, plus le blanc à blanc. La biométrie, évidemment, ça peut nous servir même parfois quand on a des cataractes et qu'on doit enlever ce cristallin. Donc, ça sert d'avoir une biométrie pré-op. Donc, la biométrie est là. Et puis, les précautions post-op, c'est qu'il faut un suivi post-op rigoureux par imagerie et microscopie spéculaire annuelle, centrale et périphérique, pour analyser la perte endothéliale.
Là, c'est des images de blanc à blanc avec un implant qui est bien positionné avec 11,5 de blanc à blanc. Là, par exemple, on a un oversizing sur les deux yeux alors que nous avons un blanc à blanc qui est différent. Et là, on a un oversizing dans l'œil et un implant qui touche le cristallin à votre gauche. Pourtant, nous avons le blanc à blanc qui est identique. Donc, c'est les limites de l'ICL. Et tant qu'on n'a pas encore trouvé un moyen assez reproductible pour bien mesurer, on aura toujours ces problèmes, il faut l'avouer. Donc, juste un mot sur l'accommodation et la chambre postérieure, qui reste quand même un mystère, qui est de grand intérêt, une recherche de grand intérêt ces dernières années, pour analyser les mouvements. Autre implant, l'implant artisan. Je passe rapidement sur les modèles. Il y a les modèles en PMMA 5 mm ou 6 mm et l'implant torique et bien sûr l'artisan pliable. La profondeur de champ est importante il y a des avantages et des inconvénients de l'implant artisan que vous connaissez, que je passe rapidement. Donc, pour terminer, le traitement chirurgical des implants, les implants pseudofac, pas de contre-indication rétinienne, indication justifiée. Choix de l'implant en fonction de l'âge. Et les implants pseudofac, selon l'état du cristallin rétine. Et si astigmatisme, on propose un implant torique. Si presbytie, un implant en bascule. Et si myopie forte, un implant en Bikipac. Alors, pour le contrôle post-op, bien sûr, il faut J1, J7, J1 mois et J3 mois post-op. Donc, juste un mot de discussion. Le choix d'une technique laser ou implant se fait selon les explorations dont nous disposons. Ce n'est pas toujours facile vu les indications et limites pour chaque méthode. Les nouvelles plateformes de laser ainsi que le nouveau design des implants nous permettent d'élargir nos indications de traitement réfractif. En conclusion, le patient réfractif est de plus en plus demandeur d'améliorer sa qualité de vision en optant pour une chirurgie réfractive. Les chirurgiens réfractifs se doivent d'être exigeants, de plus en plus précis, dans leurs indications et gestes, tenant compte de l'environnement dans lequel ils évoluent et tenant compte des risques et moyens financiers et d'exploration utilisés. Je vous remercie.